Bienvenue à notre 12e édition de Futurapolis Planète. Alors cette édition, nous l'avons conçue un peu en réaction au pessimisme ambiant avec comme credo « C'était pas mieux avant ». Vous le savez, dans le champ politique, associatif et même économique, de nombreuses voix s'élèvent et fantasment un passé prétendument idyllique. Les images d'Épinal se succèdent, la France aurait été une terre de prospérité fantastique avant de basculer dans le tumulte social, la déroute économique, l'explosion des inégalités, la criminalité ou la petitesse culturelle. Pourtant, il n'en est rien. Face à des défis immenses, et en premier lieu celui du changement climatique, jamais la recherche, la créativité, les citoyens et l'entreprise n'ont été autant en pointe de leur époque. Pendant 3 jours, on va donc tenter de vous le prouver avec nos invités connus ou à découvrir, scientifiques et ou penseurs, trublions ou garants de l'ordre établi. On a souhaité mettre l'accent cette année sur vos retours, vos questionnements, vos avis que nous allons partager dans un espace, cet espace conçu comme une agora. Vous allez pouvoir prendre la parole, c'est très simple. Rendez-vous, vous le voyez derrière moi, sur menti.com. Vous entrez le code 5602 3504 ou tout simplement vous flashez le QR code. N'oubliez pas d'indiquer votre prénom et votre numéro de siège. Cela nous permettra de passer le micro pour poser la question pour les plus courageuses et les plus courageux. Et si vous voulez rester anonyme, eh ben vous envoyez la question sans votre prénom, mais on préférerait quand même vous voir. Enfin, vous avez accès à Futurapolis Experience qui vous propose jusqu'à demain un parcours d'expérience immersive en réalité virtuelle, en réalité augmentée pour découvrir des œuvres numériques, explorer les fonds marins, les sommets du monde, le milieu sauvage de la savane africaine ou encore la grotte Chauvet. Ça se passe juste derrière, juste ici, et aussi au muséum juste à côté. Voilà. Futurapolis Planète, 12e édition. C'est parti, toujours dans cet écrin du Quai des Savoirs. Et histoire de faire mentir notre indécrottable optimisme, on a choisi d'inaugurer cette édition avec un sondage. C'est Jean-Yves Dormagin, on l'accueille tout de suite, qui va nous en donner les contours. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Jean-Yves Dormagin, bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques, spécialiste de la sociologie électorale et de l'abstention, président fondateur de l'Institut de sondage Cluster 17 qui nous dévoile les résultats de cette étude exclusive. Et on peut dire, là ça vient vraiment contredire tout ce que je viens de dire en préambule, on peut dire que le moral des Français est en berne. Jean-Yves, 3% des sondés se disent pessimistes pour l'avenir de la France, un sentiment partagé dans toutes les classes d'âge, toutes les classes sociales, tous les électorats, 35% se disant même très pessimistes pour un petit pourcent de très optimistes seulement. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment, Jean-Yves ? Comme vous venez de le dire, effectivement, et c'est effectivement un peu en contradiction avec les objectifs de Futurapolis, donc je suis désolé d'arriver, de casser l'ambiance dès le départ, dès l'introduction, mais effectivement... Je vais vous demander de poser votre micro comme ça pour qu'on vous entende bien, parce qu'on vous entend un peu de loin. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, donc je disais, je suis un peu désolé de casser l'ambiance, puisque l'objectif de ces journées, c'est de montrer des projets d'avenir, de montrer une France dynamique, une France qui se projette vers l'avenir. Et effectivement, quand on fait un sondage comme celui qu'a réalisé Cluster 17 pour Le Point et qu'on interroge les Français sur leur perception de leur avenir personnel, de l'avenir du pays, sur la question de savoir si c'était mieux avant, question qu'on entend souvent revenir dans les discussions, dans les propos, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement le pays est très pessimiste et aussi très décliniste, c'est-à-dire très convaincu que la France d'hier était mieux que la France d'aujourd'hui et convaincu aussi que la France de demain sera encore moins bien que cette France d'aujourd'hui qui est déjà moins bien que la France d'hier. Donc il y a ça qui est très fort dans l'opinion et qui effectivement dessine un panorama assez dépressif. Et malheureusement, ce n'est pas récent, ce n'est pas nouveau, ça s'inscrit dans une assez longue durée. C'est quelque chose de structurel qui effectivement caractérise aujourd'hui le pays. On a presque l'impression que c'est être français, c'est ça. Penser qu'on est à la fois sur le déclin et à la fois pas très optimiste pour le pays. En revanche, les Français sont plus optimistes pour eux-mêmes quand on regarde sur cette diapo. Alors, effectivement, il faut distinguer le pessimisme personnel, c'est-à-dire le fait de se projeter ou non dans l'avenir et de considérer que cette projection
et potentiellement positive avec l'avenir du pays. C'est-à-dire sur le plan personnel, les Français sont moins négatifs, mais quand même, hein, une proportion très importante est pessimiste, y compris pour elle-même, et de plus en plus. Donc même sur le plan personnel, même sur le plan individuel, il est difficile de se projeter, mais effectivement c'est un peu moins, même sensiblement moins, que le pessimisme pour le pays qui, lui, est ultra majoritaire. De mémoire, dans l'étude, je crois que c'est 83% des Français qui sont pessimistes, dont un gros tiers très pessimistes pour l'avenir de la France. Et en revanche, les très optimistes sont quasiment inexistants. Il n'y a quasiment personne dans ce pays qui est très optimiste pour l'avenir de la France. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à la France, là, d'un point de vue personnel, on voit quand même qu'il y a des découpages politiques assez marqués, hein. Les macronistes sont plus optimistes pour eux-mêmes. Et on voit que au spectre de l'extrême droite, là pour le coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce que ça nous dit de la société française? Oui, alors il faut distinguer plusieurs choses. C'est-à-dire que l'optimisme pour soi-même ou pour ses proches a une certaine logique. L'optimisme pour le pays obéit encore à une autre logique, et puis il y a le déclinisme. C'est trois choses qu'il faut bien distinguer. Le déclinisme, c'est encore autre chose. L'optimisme personnel, quand on regarde les résultats de cette étude, on voit qu'il est très fortement lié à la trajectoire sociale des individus et à leur situation. C'est-à-dire que, en gros, quand vous avez un bon métier, quand vous avez un bon salaire, quand vous êtes diplômé, quand vous avez aussi le sentiment de vivre mieux que ne vivaient vos parents, et c'est assez logique, ça va pas très surprenant, vous êtes optimiste pour vous-même et pour les vôtres. À l'inverse, quand vous êtes dans une situation de précarité, de fragilité sociale, et quand en plus, et on y reviendra peut-être, vous avez le sentiment d'être dans une situation de déclassement, vous avez le sentiment que votre situation se détériore, que vous vivez moins bien que vos parents, que vos enfants, et ça aussi c'est un élément fort de l'étude, que vos enfants vivront encore moins bien que vous, bien évidemment, logiquement, vous êtes pessimiste. Et donc le pessimisme a une dimension sociologique qui est très forte, et on le retrouve en effet dans les votes, c'est-à-dire que cette France qui va plutôt bien, cette France qui se projette, cette France optimiste, a tendance à voter, on le voit sur le graphique, a tendance à voter pour le président de la République en exercice, pour Emmanuel Macron en 2022, et à l'inverse, cette France du déclassement, cette France du pessimisme, cette France de la fragilité sociale, elle vote plutôt pour Marine Le Pen. Donc il y a effectivement une relation assez forte entre ces sentiments et les votes. Jean-Yves Dormagin, il existe quand même des sujets sur lesquels les Français conviennent que c'était pas mieux avant. On va regarder tout de suite l'autre diapo. Alors c'est pas celle-là, c'est celle-ci. On va y arriver. La condition des femmes. Pensez-vous que les choses étaient mieux avant en France dans les domaines suivants? Donc la réponse est non, donc ça veut dire qu'en creux que ça s'est amélioré, la condition des femmes, la situation des homosexuels, l'écologie et les conditions de travail. Il nous fallait une diapo positive, Jean-Yves. Oui, alors, l'étude d'ailleurs a été faite en espérant enregistrer des dimensions positives, parce que souvent quand on fait ce type de sondage, on pose les questions de manière très générale, c'est-à-dire on demande aux sondés, est-ce que vous considérez que c'était mieux avant, sans préciser de quoi on parle, sans préciser les sujets qui étaient supposés être mieux avant. Donc là, on a essayé effectivement de faire les choses de manière plus fine, en soumettant toute une série de thématiques et en demandant sur chacune de ces thématiques aux Français si, selon eux, la situation était mieux avant. Et effectivement, sur des questions comme la condition des femmes, la situation des homosexuels, l'écologie aussi, voire les conditions de travail, même si c'est un peu moins net. Pour l'écologie, ça semble un peu contre-intuitif. Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais ça fait sans doute... Il n'y a plus de DDT, il y a moins de pollution... Oui, c'est aussi surtout qu'il y a une préoccupation écologique et des politiques écologiques. C'est peut-être ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on se préoccupait moins d'écologie dans le passé. Je le comprends plutôt comme l'écologie en tant que préoccupation et en tant que prise en charge de l'enjeu écologique, plutôt que comme situation objective. D'ailleurs, c'est sans doute un des éléments parmi plein d'autres de la déprime française. C'est-à-dire que la crise climatique annonce quand même un futur qui n'est pas forcément très rassurant, en particulier pour les plus jeunes générations. Donc ça fait partie de cette dépression collective, la crise climatique, bien évidemment. On va regarder la troisième diapo. Alors pour reprendre le bon mot de Talleyrand, quand je m'examine, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Il existe quand même des domaines dans lesquels les Français se trouvent meilleurs que les autres. Et logiquement, la gastronomie,
La protection sociale, on voit que c'est un marqueur important. Les Français sont attachés à la Sécu et le système de soins et au système de santé. Oui, ça c'est un des résultats forts effectivement de l'étude. Le système de protection sociale français, l'État-providence résiste relativement bien et les Français restent aujourd'hui persuadés qu'en la matière, ils sont plutôt mieux lotis que les autres. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment qu'en France, le système de soins, la protection sociale, plus globalement l'État-providence est meilleur qu'ailleurs. Après, vous avez aussi des sujets qui relèvent beaucoup du patrimoine culturel, du patrimoine immatériel, la gastronomie, les paysages, la beauté de la France, qui font la fierté des Français, mais ce sont quand même un peu des thématiques du passé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des thématiques porteuses d'avenir, on est assez loin du sujet de ces journées, donc il y a quand même toujours là quelque chose qui regarde plutôt en arrière que vers le futur. Alors même si c'était pas mieux avant, ça a l'air d'être mieux ailleurs. Jean-Yves, les Français, notamment les plus jeunes et les électeurs les plus à droite, sont très nombreux à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Pour 62%, il existe un autre pays que la France où il est plus agréable de vivre. Seuls 16% estiment l'inverse. Donc la Suisse, l'Espagne, le Portugal en particulier, pays qui évoquent soit la prospérité, soit la douceur de vivre, sont plébiscités. Et l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada pour la terre de tous les succès. Donc qu'est-ce que ça nous dit là encore ? Ça nous dit qu'en effet, quand on se compare, contrairement à ce que vous disiez, on ne se rassure pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en particulier chez les jeunes, il y a une envie d'ailleurs, il y a l'idée qu'on réussirait mieux sa vie si on était aux États-Unis, si on était au Canada. Alors là, l'attirance, le tropisme de l'Amérique du Nord est très très fort. Hein. C'est vraiment des Eldorado aujourd'hui pour toute une partie de la population française dans lesquels on imagine, alors de manière sans doute plus ou moins fantasmée, mais on imagine qu'on aurait une vie supérieure, meilleure. Ça rappelle un peu ce qu'on voit dans certains pays du Sud qui rêvent de venir au Nord. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute une fraction aujourd'hui de la jeunesse française qui pense qu'elle réussirait mieux sa vie en Amérique. Et puis il y a l'idée que la vie est plus douce ailleurs aussi. Alors ça peut paraître plus surprenant parce qu'il y avait quand même... vous pouvez imaginer qu'il y avait cette idée qu'en France, quand même, la qualité de la vie, etc. était élevée. Aujourd'hui, vous avez vous avez environ un Français sur 5 qui pense que c'est en France qu'on vit le mieux. Et qui pense qu'il vivrait mieux en Suisse, ou en termes de qualité de la vie, ou qu'il vivrait mieux en Espagne. La Dolce Vita, aujourd'hui, c'est plus l'Italie, c'est l'Espagne. Allez, vous avez une minute pour répondre à cette question. J'adore, parce que c'est souvent des questions très fondamentales. En guise de conclusion, quel récit politique peut-on proposer dans une France aussi nostalgique ? Alors, c'est une question impossible que vous me posez, évidemment, a fortiori en une minute. Je voudrais juste dire que le déclinisme, c'est encore un peu autre chose. C'est-à-dire l'idée que c'était mieux avant, ça obéit à deux logiques. C'est important de comprendre ce qui nourrit ce déclinisme. Il y a une dimension culturelle. C'est-à-dire il y a clairement, quand on interroge les sondés sur les raisons pour lesquelles, selon eux, la France c'était mieux avant, les raisons qui sont mises en avant sont des raisons qui relèvent des transformations sociétales, culturelles de notre société. L'immigration est fortement mise en avant. Un monde, en gros, les transformations des 60 dernières années, si vous voulez, qui ne conviennent pas à une très grande proportion de Français. Et puis vous avez un sentiment de déclassement qui est très puissant. Vous avez quand même aujourd'hui 40% des Français qui pensent vivre moins bien que leurs parents. Et vous avez 80% des Français qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Donc vous avez cette spirale, ce sentiment subjectif de déclassement qui est extrêmement puissant. Et ce déclinisme, il est aux racines du malheur actuel de la France, de cette dépression collective. Et donc le récit, est-ce que c'est d'ailleurs seulement un récit ? C'est-à-dire que c'est peut-être plus profond qu'un récit, mais clairement aujourd'hui, il y a une très grande difficulté à se projeter. Et le paradoxe de cette situation, c'est que ce sont les plus identitaires aujourd'hui, ce sont les plus attachés d'une certaine manière à la France, qui sont aussi les plus critiques sur ce qu'est devenu ce pays et qui s'y sentent le plus mal à l'aise. Donc vous avez une espèce de malaise français qui est très, très complexe. Et bien évidemment, alors je ne
je suis désolé de ne pas avoir une conclusion optimiste ou de ne pas être capable de répondre à votre question sur le récit qu'il faudrait produire, mais clairement aujourd'hui, il y a une très grande difficulté à se projeter et on vit dans un pays qui a de plus en plus de mal à faire sens, à créer du lien, à inclure, et qui du coup est marqué par ce pessimisme et ce déclinisme très puissant. Merci de nous avoir remonté le moral, Jean-Yves. Vous repartez néanmoins sous les applaudissements. Merci à vous. Pour notre première séquence, rien de tel que le retour à la Terre version Gaspard Koenig, et si le monde appartenait aux vers de terre. Kevin et Arthur, 2 étudiants en agronomie, Radéville et Radéchamps, aux trajectoires contrariées, tentent de changer le monde ou leur maigre parcelle de terre grâce à une dévotion commune pour les vers de terre. Humus salue le retour au roman d'un philosophe, essayiste et homme politique qui plaide, avec un esprit plus acerbe que candide, qu'il faut cultiver son jardin. Le voici avec Étienne Gernel, le directeur du Point qui mènera l'entretien, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. J'adore cette musique, pas vous? Bon, merci, bienvenue Gaspard. C'est ton 3e Futurapolis, je crois. C'est vrai. Et là, c'est un Futurapolis, il arrive, il vient de remporter le prix Interallié, quand même, on peut l'applaudir. Pour ceci, Humus aux éditions de l'Observatoire, je vous le recommande, achetez-le, c'est pas très cher. C'est combien déjà? 22 €, honnêtement, c'est pas cher. Hein. On peut pas faire plus de 5% de réduction, hein, c'est la loi Lang. Ah oui, c'est la loi Lang. Oui, c'est très bien, hein, la loi Lang. Hein. Magnifique. Ok. Et donc, d'abord, merci d'être là. D'abord, merci d'être là pour le principe, parce que tu réfléchis à des tas de sujets depuis très très longtemps. L'intelligence artificielle, la liberté, les libertés individuelles. Mais là, tu es là en tant que romancier. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que probablement, tu me disais tout à l'heure, ce livre va peut-être se vendre plus que tous mes livres précédents réunis. C'est ton 15e livre. Oui. Et c'est intéressant, ça veut dire qu'on atteint le cœur des gens par la fiction, par le roman, plus que par le raisonnement. Je ne sais pas, après Piketty, il vend 300 ou 400 000 ou 500 000 exemplaires de son essai. Donc c'est très hasardeux aussi. La nécessité d'écrire un roman, bon, d'abord parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de retourner à l'écriture créative de manière très égoïste, mais c'est aussi parce que quand on est face à un sujet très complexe, comme disons la question écologique, on n'a pas de réponse définitive et totalement arrêtée. Et il y a toujours une forme de, quand même, de facilité dans l'essai, qui est qu'on choisit une thèse et puis on n'en démord plus. Et c'est quand même pas très compliqué, une fois qu'on connaît un peu la technique, de faire la liste de tous les arguments, de tous les contre-arguments, de toutes les objections possibles, de toutes les réponses aux objections, et de tenir comme ça pendant des années. Moi, sur le revenu universel, maintenant, je suis imperméable aux objections. Je crois qu'il n'y a pas une seule objection que je n'ai pas déjà entendue et que je n'ai pas déjà réfutée de ta boîte à réponse. Ouais. Donc j'ai toutes les chiffres, enfin, je suis totalement invincible. Et donc c'est pas drôle. Et quelque part, on se dit, bah, c'est faux alors. Quand on devient invincible sur quelque chose, c'est que quelque part, on rate une part de la réalité. D'ailleurs, Condillac avait écrit un traité des systèmes au XVIIIe siècle disant tous ces philosophes qui font des systèmes sont dans l'erreur précisément par le fait qu'ils ont fait un système qu'ils pensaient pouvoir appréhender l'ensemble de la réalité du monde à travers un esprit. C'est juste pas possible. Et donc le roman a cette honnêteté de ne pas donner une thèse définitive. Alors, d'abord, l'essai peut être écrit. Moi, j'essaye de mettre du style dans mes essais, qui sont toujours des récits, qui entremêlent des expériences, un reportage que j'ai fait avec Le Point. À l'inverse, le roman peut proposer des idées aussi. Donc, je ne pense pas d'abord qu'il y ait de frontières absolument très nettes entre différents genres. D'ailleurs, je remarque que jusqu'à Sartre, les écrivains, ils écrivaient de tout. Hein. Victor Hugo a écrit des essais, des pièces de théâtre, des romans. Sartre a fait tous les genres, de l'autobiographie au théâtre, en passant par les nouvelles, les gros traités métaphysiques, les petits livres de philosophie. Enfin, il y avait de tout. Mais c'était la même pensée qui se déployait à travers plusieurs genres, et la même écriture aussi qui se déployait à travers plusieurs genres. Donc, on a le droit de faire ça, et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à vraiment scinder, même au niveau de la critique, des prix littéraires, les deux exercices, fiction, non-fiction, et que je trouve ça un peu dommage.
Mais voilà, le roman, il permet aussi de ne pas donner de réponse, mais en revanche de bien poser les problèmes. Ouais, il y a deux voies qui s'offrent si on schématise à l'extrême. Il y a deux personnages, Kevin et Arthur. L'un choisit, Arthur, le retour à la terre pour cultiver ses lombrics, pour essayer de les faire revivre dans un endroit, sur une terre qui a été maltraitée par trop de pesticides, trop d'ajouts chimiques. Et puis l'autre, il choisit l'industrie. En fait, il est peut-être happé d'ailleurs un peu par ça. Ouais. Le business, l'écolo-business, le développement durable. Il y en a un qui pousse plus Arthur jusqu'à la radicalité la plus absolue. Mais toi, tu juges pas. C'est-à-dire que il y a deux écoles quand même en matière d'écologie. Il y a des gens qui sont plutôt comme moi, technophiles, croyants, confiants dans le progrès, la science, les puits de carbone, la captation du carbone, l'intelligence collective, la science. Puis il y a des gens qui disent bah non, décroissance, on arrête tout ça, l'humanité est allée trop loin. Et toi, tu juges pas. Tu dis que tu es accroissant d'ailleurs. Alors, je ne juge pas, juste sur ce que tu viens de dire, j'aimerais quand même faire une distinction entre le progrès et la science. Parce qu'aujourd'hui, la science, elle nous dit plutôt de faire attention à l'innovation technologique. La science, la recherche fondamentale, elle nous explique que le ver de terre, c'est l'innovation la plus prodigieuse qui a été créée par des centaines de millions d'années d'évolution naturelle. Et l'évolution naturelle, c'est de la science, c'est-à-dire c'est de l'expérimentation, de la correction, et ça aboutit à un équilibre qui est une merveille technologique. Il fallait quand même y penser, de mettre tous ces petits tubes dans la terre, plusieurs tonnes à l'hectare, qui la travaillent pour nous, qui la labourent et qui permettent de transformer la mort en vie. Enfin, quelle start-up aurait pensé à ça? Et donc, avant d'arriver avec nos gros sabots, nos pesticides et nos capteurs, il faut aussi respecter l'extraordinaire science en fait qui se trouve dans l'existant. Et les vrais scientifiques, ceux qui étudient les vers de terre, comme Marcel Boucher, qui est un géodrillologue fameux qui me sert d'inspiration au début du livre, nous explique qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore. Décrire le fonctionnement d'une motte de terre, c'est très compliqué. Il y a des milliards de bactéries en interaction. Les vers de terre eux-mêmes, 5000 espèces. On en connaît peut-être, on peut en décrire précisément peut-être une trentaine. Donc la science apprend aussi beaucoup d'humilité. Humilité d'ailleurs vient d'humus. Et il ne faut pas associer la science à la technologie, à l'innovation. Je pense que c'est un pas un peu rapide. Et après, sur à croissance, comme on est athée, je crois que j'emprunte ça à Serge Latouche, effectivement, d'abord, moi, je pense que ces deux héros, c'est un peu une schizophrénie qu'on a chacun en nous, avec des dosages un peu variés. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent aujourd'hui, est-ce que je bifurque, est-ce que je reste dans mon entreprise, est-ce que je vais dans l'entreprise pour la changer, etc. Enfin, c'est des questions qui sont complètement récurrentes, questions que se posent les bifurqueurs, les questions que se posent les gens qui, au contraire, vont travailler chez Total pour faire de l'éolien, enfin bon. Et donc mes deux héros, c'est un peu, on les a chacun en nous, et moi je les ai en moi aussi. Moi je continue à m'intéresser, je vais voir des gens qui font par exemple de la finance régénérative, des systèmes d'assurance pour permettre aux agriculteurs de faire la transition en agroécologie en couvrant les pertes de rendement éventuelles. Bon, j'ai du mal à trouver ça mauvais. C'est des mécanismes de marché, c'est du pur capitalisme, mais je demande à voir. Et par ailleurs, j'écoute avec aussi beaucoup d'intérêt ce que disent les soulèvements de la Terre, qui se fondent sur des analyses scientifiques béton, qui globalement ont raison sur le fond, et qui représentent une génération qui, je pense, a compris des choses très, très importantes, pas seulement pour la planète, la nature, mais pour la manière de vivre même. Et je me demande si les deux sont incompatibles, en fait. Et cette question-là se reflète dans le livre sur l'amitié possible ou impossible entre les deux héros. Est-ce qu'à un moment donné, leurs convictions vont devenir tellement divergentes qu'ils vont rompre, d'autant que leur amitié est ambiguë, un peu amoureuse, ou est-ce qu'il y a une possibilité de réunion finalement? Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a des débats philosophiques, scientifiques, politiques sous-jacents, mais qu'à la fin, les personnages, ce qui les fait bouger, c'est quand même l'amour. Ouais, c'est la vie et l'amour. D'ailleurs, quand ils choisissent leurs différentes options que tu as décrites, ils le font un peu par hasard. Celui qui s'est mis dans la tête, le fils de bourgeois qui s'est mis dans la tête de réintroduire des vers de terre dans la terre polluée de son grand-père, au début, il dit ça à une soirée pour séduire une fille.
comme ça, parce qu'il se dit ça va faire bien, parce que la fille elle est très militante, elle est dans toutes les manifs. Elle est à Sciences Po. Elle est à Sciences Po, et puis évidemment, après 6 mois de retour à la Terre, elle va revenir dans le lobbying. Et ça, il en fallait quand même un personnage comme ça, parce qu'on les connaît tous, on les fréquente souvent. Et donc, il se laisse entraîner dans son propre mensonge, quelque part, et puis il finit par y croire, et puis quand elle part, lui, il continue. Et donc, c'était aussi pour montrer que mes héros, c'est pas des militants au début, c'est des jeunes... disons, qui ont la conscience écologique standard dans leur génération, dans la génération des 25-40 ans, et qui se laissent aussi porter par la vie et par les hasards de la vie. C'est pas une espèce de militantisme qui va de A à Z, parce que si j'avais fait ça, j'aurais mis en scène des gens un peu marginaux par rapport à leur génération, alors que mes deux héros, j'essaie qu'ils soient aussi représentatifs que possible. Et alors, c'est marrant parce qu'on se balade dans ce monde, donc entre Sequoia Capital, dans la Silicon Valley, et puis il y a un passage qui m'a fait hurler de rire dans le monde, du greenwashing, RSE, etc., dans un manoir éco-responsable. Je ne sais plus, c'est dans l'Orne, hein, c'est ça, je crois, je ne sais plus exactement. Et alors, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'il y a Madame RSE qui, en gros, que c'est que du recyclage, des trucs chinés, c'est incroyable, ça ne vaut plus rien. Un buffet Henri II en noyer, avec ses colonnes annelées, ses corniches dégradées, tout ça, c'est des trucs du compost, de l'eau de pluie pour les toilettes. Et en fait, c'est assez marrant, il y a quand même un monde de bullshit dans cet univers de l'environnement qui est dingue, non ? Le livre, à travers tous ces personnages secondaires, essaye de décrire, de mettre en scène les différentes options finalement que nous prenons tous par rapport à cette question, et ça va de la passion la plus intransigeante à la tartufferie totale, illustrée dans le livre donc par Madame RSE. Mais en même temps, Madame RSE, elle fait des trucs bien, parce que malgré tout, même si y a tout ce bullshit, même si évidemment elle peut faire ça parce qu'elle a de l'argent, qu'elle peut se le permettre, elle fait quand même ses buts de permaculture, elle fait quand même ses trucs d'eau de pluie, et donc elle n'est pas complètement condamnée non plus, quoi. Elle a trouvé, elle est attendrissante quelque part à sa manière. Je pense pas qu'il y ait de, et c'est pour ça que je pense que le livre reste très tendre pour tout le monde, parce que c'est des questions extrêmement complexes. On est aujourd'hui face à des paradigmes qui s'entrechoquent et qui font qu'il n'y a pas de qu'on est vraiment au sujet à des injonctions très contradictoires, et donc je respecte aussi les efforts aussi ridicules que peuvent faire les uns ou les autres. Et alors, il y a aussi la question de l'écoterrorisme qui apparaît. C'est très intéressant parce qu'on voit bien, on a beaucoup parlé de ça au moment de l'émergence du terrorisme de Daesh ces dernières années en France et en Europe, en disant il y a un récit chevaleresque qui a disparu de nos sociétés, et eux, ils en fournissent un. Est-ce que l'écologie et la radicalité écologique fournissent une forme de récit exaltant, chevaleresque, quelque chose en quoi on pourrait croire et pour lequel on pourrait se sacrifier aujourd'hui? D'abord, en termes de projet collectif, je pense que la nature, c'est le meilleur projet collectif qu'on peut se trouver. D'ailleurs, le livre de Guilly sur les fractures françaises finissait en disant il y a quand même un seul sujet sur lequel les Français sont d'accord. Ils sont d'accord sur la finalité, hein. Après, sur les chemins à prendre, c'est différent. C'est l'environnement. Donc, il est là, le projet. Je ne sais pas pourquoi on cherche midi à 14h. Ensuite, quand même, sur l'écoterrorisme, je suis assez clair maintenant sur ce que j'en pense. Je pense d'abord que le terme est absurde aujourd'hui. Les mouvements type soulèvement de la Terre sont guidés par des logiques de désobéissance civile, qui sont d'ailleurs au fondement de l'écologie politique. Le concept a été théorisé par Henri David Thoreau, qui est un des premiers penseurs de la nature au milieu du 19e siècle. Et quand on regarde dans le détail leurs actions, bon, évidemment, il y a des débordements comme dans toute activité politique, mais globalement, c'est très réfléchi. C'est toujours fondé sur plein de rapports scientifiques. Quand ils mettent de la peinture, quand ils jettent de la peinture sur les tableaux, ils s'assurent qu'il y a une vitre. Quand ils se collent quelque part, ils s'assurent qu'on puisse les décoller. Ils mettent des chasubles de couleurs différentes pour se signaler, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans l'action directe des années 70 avec des attentats, des bombes. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est au contraire une forme, pour des gens aussi convaincus, qui sont aussi persuadés, à juste titre, je pense, que le paradigme actuel est complètement fou. Eux représentent la raison, d'accord, la rationalité, et ce qu'ils font est aujourd'hui raisonnable. Maintenant, il est clair qu'une autre génération arrive. Et c'est celle que je mets en scène à la fin du livre, c'est la génération qui est aujourd'hui 10 ans ou 12 ans, qui demain en aura 20, et qui demandera à ses aînés « Non mais vous, avec vos trucs de désobéissance civile, à se coller par terre, etc., vous avez fait quoi là ?» Et c'est elle qui peut devenir terroriste
au sens sartrien du terme, c'est-à-dire qu'un mouvement politique, pour vaincre, c'est ce que dit Sartre, j'aime pas Sartre, mais peut-être qu'il a raison sur ce point, à un moment donné, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait une vraie révolution. C'est ce que met en scène le livre à la fin. Je ne dis pas que je l'appelle de mes voeux, mais je dis que c'est un développement parfaitement logique d'un mouvement politique qui, aujourd'hui pacifiste, fondé sur la désobéissance civile, et qui ne se sent pas entendu et qui a un sentiment d'urgence très fort. Et d'ailleurs, on voit très bien que cette question-là commence à naître dans le mouvement écologique, avec comment saboter un pipeline de Mölm, et l'idée que la violence puisse être légitime devient une question. Pour, au fond, passer de la prise de conscience à la prise de pouvoir, en disant ça ne sert plus à rien de faire prendre conscience. Maintenant, il faut agir, prendre les leviers de production énergétique, couper le robinet. Bon, en tout cas, ça me paraît, en termes d'analyse, totalement cohérent. Et beaucoup de gens ont été choqués par la fin du livre, la Révolution. Et ils ont été choqués parce que comme c'est un livre qui se veut très réaliste, croise Thomas Pesquet, alors s'il y a Thomas Pesquet, c'est que c'est vrai, parce qu'on le voit partout. Ils se disent, donc c'est vrai, tout ça c'est vrai, tout ça c'est ce que je vis, et puis mais donc ça va finir comme ça. Et donc, alors que même la scène n'est pas très sanglante, ça a beaucoup perturbé les lecteurs. Je leur dis, mais oui, mais en même temps, il ne faut pas être dans le déni. Il y a quand même des morts, hein. Oui, il y a des morts, mais je veux dire, on a oublié. Moi, j'ai lu là récemment les mémoires de Tocqueville. On est en 1848. Il est député, donc il est au premier plan. Après, il finit ministre d'ailleurs de la Deuxième République. Il vit février puis juin 1848. 6 mois après, 2 révolutions. À chaque fois, c'est la même histoire. Il y a la garde nationale qui arrive, il y a les ouvriers de Paris qui dressent des barricades. Les rues sont jonchées de cadavres. Tocqueville explique qu'il va à l'Assemblée nationale avec des pistolets dans les poches. C'était il y a un siècle et demi. Et ces révolutions-là, elles ont produit un fait politique, puisque on est passé de la monarchie à la République, c'est le moment où on a définitivement abandonné la monarchie. Donc, elles ont quelque part irrigué le système politique. Elles n'étaient pas juste nulles. On a oublié quand même que l'histoire est violente et que dans notre histoire particulièrement, nous Français, nous avons eu ces moments révolutionnaires qui ont ponctué notre développement politique, et y compris en lui apportant des choses. Donc maintenant, évidemment, comme on est dans ces 70 ans de paix exceptionnelle, de stabilité exceptionnelle, on oublie tout ça. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie politique. Je ne dis pas encore une fois que je le souhaite pas. Mais il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de complètement étranger à notre mode de vie, à nos sociétés, qui devrait ne plus jamais arriver. Et alors, parce qu'on a parlé d'amour un peu quand même, il est beaucoup question d'amour, y compris de sexe dans ce livre. Je vais vous lire un petit passage sur la sexualité du lombric. Ce qui le frappa d'abord, ce fut l'immobilité. Il y avait là 2 beaux anéciques au corps brun, tête bêche, accrochés l'un à l'autre par leur clitélium, c'est comme ça qu'on dit, clitélium respectif, qui sécrétait un mucus gluant. Leurs 15 premiers anneaux étaient collés ensemble, à l'exception de la tête qui se tournait pudiquement sur le côté. Ces bêtes qui rampaient sans répit à la recherche de nourriture s'étaient soudain immobilisées. À la différence des humains qui se tortillent en tous sens, les anneaux avaient cessé de se contracter et noircissaient calmement de plaisir. Pas de caresses, pas de coups de rein. Arthur trouva cette manière de faire beaucoup plus judicieuse. Pourquoi l'amour devrait-il être une lutte essoufflée et grimaçante? N'est-il pas mieux servi par cette union placide et langoureuse? Alors question, donc tu as vu vraiment des copulations de vers de terre et ça t'a inspiré ça? Alors d'abord, je recommande à tout le monde YouTube, qui n'est pas censuré sur la copulation de lombric, et on trouve de très très belles scènes. Très longue, ça peut durer des heures, je tiens à le dire. Des heures? Des heures, ça peut durer des heures. Mais ça, c'est bien ou c'est mal? En sachant que la queue reste dans la terre, et qu'en cas d'attaque de prédateurs, à toute vitesse, les 2 corps se détachent et se rembobinent littéralement dans la terre. Et ce qui m'intéresse dans ces histoires... Alors d'abord, c'est très efficace dans l'évolution naturelle, puisque ça leur permet, comme ils sont hermaphrodites, à partir d'un accouplement, il y a 2 lignées et 2 lignées d'ADN différentes qui sont produites. Et donc, ça se réplique à 2 fois la vitesse d'un insecte normal, ou d'un annelé, je ne sais plus comment on dit. Et donc, ce qui est intéressant dans cette reproduction hermaphrodite, c'est c'est vraiment l'androgyne platonicien. C'est le moment où 2 corps se trouvent et fusionnent complètement. Et quand on les voit, il n'y a pas de photo d'accouplement. Bon. C'est pas des vers de terre, ça, c'est des... non, mais n'importe quoi. c'est des larves de je sais pas quoi, ça, non?
Ah bah voilà, merci. Voilà, Bon. voilà. Ah ouais, ils sont beaux ceux-là. Je ne sais pas si on voit un clitellum là, non, j'ai pas l'impression. Bon, c'est vous ces petits plis renflements au niveau du 9e, 12e anneau qui montrent que le ver de terre est en pleine capacité sexuelle. Hein. Il allume sa lanterne, c'est véritablement ça qu'il fait. Et donc, c'est un accouplement où, quand on les regarde d'ailleurs, ils forment une espèce de cocon, et donc le corps véritablement ne fait plus qu'un, ce que je trouve très beau. Et ce que je trouve aussi très profond par rapport à ce qu'est la Terre. C'est-à-dire que la Terre, c'est une forme de magma originaire où tout se mêle et où, au fond, il n'y a même pas encore de différence sexuelle. Et c'est pour ça qu'elle est si fertile. C'est parce qu'elle est complètement organique, première, qu'elle vient avant la distinction entre le mâle et la femelle. Et à un moment donné, Arthur, un de mes personnages, livre cette réflexion que je n'oserais pas faire mienne sur la Genèse dans la Bible. Et il dit, dans la Genèse, dans le jardin d'Éden originel, tout pousse naturellement. Et Adam, il se nourrit. On ne dit pas d'ailleurs si c'est Adam, c'est vraiment un homme, au sens où ici, il est véritablement sexué, c'est un être humain. Et il se nourrit de fruits comme ça, facilement, parce que ça pousse en agroforesterie. Et puis le moment où Ève arrive, où la honte arrive, où ils cachent leur sexe, où donc la différence sexuelle arrive, c'est aussi le moment où la terre devient infertile. C'est le moment où poussent, dit la Bible, les ronces, et où donc il va falloir commencer à travailler, à défricher, comme si cette différenciation sexuelle entraînait aussi l'infertilité, parce que, et qu'à l'inverse, la terre fertile, la terre pleine de vers de terre, c'est la terre hermaphrodite. Voilà. Et donc il y a cette dimension-là de chair très... Et puis c'est pour ça qu'un de mes héros est pansexuel d'ailleurs. Pansexuel, c'est-à-dire que, s'agissant de Kevin, alors la différence avec le bisexuel est intéressante. Le bisexuel est quelqu'un qui, par exemple, mettons que ce soit un homme bisexuel, qui va aller avec les hommes en tant qu'homosexuel, avec les femmes en tant qu'hétérosexuel. Il se divise, il est bi. Mais le pansexuel n'a pas ce genre de réflexion. En pratique, il fait la même chose. Mais dans sa tête, en fait, il va juste vers des corps qui l'intéressent, peu importe au fond ce qu'il y a entre les jambes. Il aime des corps, voilà. Et c'est ça l'hermaphroditisme au fond. Alors, c'est passionnant ce que tu racontes là, parce qu'en fait, on voit bien que tu as travaillé ce sujet considérablement, tu le connais par cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce qu'il y a quelques années, alors quand on te connaît un petit peu, on sait que tu as toujours été plus compliqué que l'étiquette posée sur le bocal de philosophe libéral. Ça a toujours été plus compliqué que ça. Mais enfin, il y a quelques années, tu écrivais dans Le Point des papiers où tu t'extasiais de l'atmosphère de liberté dans les couloirs de l'OMC. Et là, on te retrouve à t'extasier sur la sexualité des lombrics et sur la philosophie qui va avec et sur cette époque où avant le travail, d'une certaine manière, puisque tu parlais d'Adam et Ève avant le péché originel, avant le travail, avant qu'on ait besoin de travailler la terre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il s'est passé d'abord que j'ai trop travaillé pour Le Point, puisque c'est avec Le Point que j'ai fait ce grand voyage à cheval à travers l'Europe qui a quand même été pour moi une transformation profonde. Pas tellement parce que j'ai vu la nature, parce que bon, je la connaissais quand même, il ne faut pas exagérer, mais parce que ça a changé ma manière d'être au monde. Et donc petit à petit, je me suis mis à m'intéresser à d'autres choses, à ralentir, disons. Et puis j'ai fini par faire mon potager à la campagne et par m'intéresser aux vers de terre. Mais je pense qu'il y a vraiment une cohérence dans tout ça. D'ailleurs, quand je repense à tous les livres que j'ai écrits avant, il n'y en a pas un, il n'y a même pas un paragraphe que je rejetterai aujourd'hui. Je pense simplement que j'arrive à un niveau plus fondamental. Ce que je dis sur tout ce qu'on a pu dire sur la liberté, ça marche, et c'est ce qu'il y a de mieux pour organiser une société humaine. Et maintenant, il faut comprendre que cette société humaine, elle ne repose pas comme ça, elle n'est pas abstraite, elle n'est pas en apesanteur, elle repose sur un sol, elle repose sur du vivant. Et quand on introduit cette dimension-là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus fondamental, mais sans annihiler la dimension précédente. C'est juste que ça paraît en fait beaucoup moins important au regard de ce qui se joue dans nos sols, en particulier. Et de toute façon, pour la pensée libérale en général, c'est absolument fondamental aujourd'hui de comprendre, d'intégrer l'irruption du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire le droit de propriété quand dans un sol on a des millions de lombrics, une biodiversité colossale, des bactéries, des animaux qui s'occupent de polliniser? Ça veut dire quoi? Posséder une terre et faire ses pommiers. C'est débile en fait. Ça appartient à beaucoup plus de monde que simplement l'être humain.
Mais ça n'empêche que nature et liberté sont deux concepts qui sont profondément liés. C'est ce lien-là, en fait, qu'il faut rétablir. C'est pas un hasard si Tocqueville est à la fois le premier critique de la bureaucratie et de la suradministration, chose sur laquelle je suis toujours tout aussi virulent, et aussi un des premiers grands écrivains de l'écologie. Il écrit 15 jours dans le désert, où il raconte sa traversée des forêts du Michigan, sous la canopée primaire, et où se désole que l'industrie bientôt détruise tout ça. Il critique dans son journal la pollution dans les banlieues de Manchester. John Stuart Mill est un des premiers, John Stuart Mill qui est un grand libéral du 19e, qui plaide pour la liberté sexuelle, la liberté des esclaves, la liberté des femmes, la liberté d'expression. Un individualiste radical est aussi le premier. Incroyable de lire les principes d'économie politique de John Stuart Mill. C'est écrit en 1848 et il explique, contrairement à ce que dit Jean-Baptiste Say, les ressources naturelles sont finies, donc la croissance infinie n'est pas pensable, et donc il faut parvenir à ce qu'il appelle un steady state. On se rapproche de la croissance, c'est-à-dire une forme d'équilibre dans lequel ensuite, on se partage ce qu'il y a, mais on n'essaye pas d'en créer toujours plus. C'est écrit en 1848, c'est-à-dire 120 ans ou 125 ans avant le rapport Meadows, et c'est écrit par un libéral. Donc il y a une tradition à renouveler, à approfondir sur le plan intellectuel. Et Dieu dans tout ça, parce que tu parles notamment de Spinoza, Dieu ou la nature. Est-ce que c'est une divinité nouvelle ou est-ce que c'est un retour à un fonctionnement pré-monothéisme ? Pour moi, Dieu est mort depuis Nietzsche, donc j'ai vraiment aucun doute sur le sujet. Après, justement, les principes mis en place par l'évolution naturelle sont vraiment fascinants, parce que c'est, encore une fois, de la raison de la science, c'est de l'expérimentation à l'échelle géologique et sur des centaines de millions d'années. Et c'est ça qui crée la complexité du monde dans lequel nous vivons. Et donc il suffit, et c'est très rassurant de se dire ça en fait, parce que nous vivons dans un univers merveilleux. Et il suffit de l'analyser et de le regarder. Et puisque tu parles de Dieu, parlons de la mort et parlons de l'au-delà. S'il n'y a plus d'au-delà, si on croire est un mauvais mot, mais enfin si on prend soin de la Terre, comment disparaît-on alors en tant que corps, en tant qu'individu? Je mets en scène dans le livre un épisode d'humusation. Alors, je ne sais pas si tu es familier avec le concept qui nous vient des États-Unis, mais enfin qui est en même temps un très vieux concept. L'humusation, c'est l'idée à sa mort, de faire disparaître son corps dans la terre pour qu'il contribue au vivant, au fond. Alors que si on le met dans une petite boîte, ça pollue et puis ça prend un temps fou à se décomposer. Et donc, alors on a fait ça, tu diras, de tout temps, certes, mais maintenant aux États-Unis, ils le font de manière un peu propre, un peu moderne, très high-tech, tu vois. Ils mettent le corps dans une espèce de caisson, plein de matière organique, mais très bien équilibrée, très bien pensée. Et puis, je vous passe les détails qui sont un peu sordides. Au bout d'un an, la famille récupère, pour aller vite, des sacs de compost. Bon. Et à partir de ces sacs de compost, ça peut faire pousser une plante. Alors c'est vrai que si la plante ne pousse pas, ça doit faire une drôle d'impression. Ah oui, c'est un peu gênant. Ça ne doit pas te rater. Mais bon, alors ça pose une vraie question anthropologique, c'est la sépulture. Parce qu'on sait quand même que les sociétés humaines se sont énormément développées, ont inventé l'écriture, etc., au moment où elles ont commencé à enterrer leurs morts. Qu'est-ce qui se passe quand on n'enterre plus ces morts, quand il n'y a plus éventuellement de stèles, quand on met simplement une petite plaque sur un petit chêne qui est en train de pousser? Bon, c'est une question assez vertigineuse, mais en même temps, elle mérite d'être posée. Aujourd'hui, il y a un projet de loi pour légaliser l'humusation en France, qui, j'imagine, devrait être voté sans trop de difficultés. Et c'est clairement, ça participe d'un vrai changement de civilisation, mais que je trouve plutôt extrêmement réjouissant. Alors, il y a une pression très forte à ma gauche là. Néanmoins, je vais résister à cette pression et poser une rapide dernière question sur l'IA, parce que tu as écrit un livre sur l'intelligence artificielle, tu as fait une série dans Le Point sur le sujet, et les derniers développements sont vertigineux, tu parles de changement de civilisation. Toi, ça te fout les jetons ? Alors non, mais ce qui me fout les jetons, c'est la candeur en fait des gens par rapport à cette intelligence artificielle et l'idée que c'est une révolution extraordinaire et tout ça. Pour des raisons que j'avais développées dans mon livre, je pense que toutes les discussions qu'on a aujourd'hui autour de Sam Altman et de la superintelligence et de l'intelligence artificielle générale qui va maîtriser le monde et tout ça sont complètement débiles, n'ont aucun rapport avec la réalité de ce que vivent les gens qui sont les mains dans le code, les algorithmiciens, les computer scientists. D'ailleurs, c'est pas eux qui signent les tribunes d'Elon Musk, c'est tous les illuminés, les astrophysiciens,
informaticiens, les historiens, etc. Mais ce n'est pas du tout les gens qui sont véritablement des informaticiens. Que par ailleurs, l'intelligence artificielle n'est pas du tout une imitation de l'intelligence humaine, c'est une corrélation des résultats de l'intelligence humaine. Et quand on appréhende ça comme ça, finalement, ça détend beaucoup, hein, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Simplement, les vraies questions, c'est les questions qui se posent et qui sont là beaucoup moins médiatisées, notamment dans le projet de règlement européen qui est aujourd'hui en trilogue à Bruxelles, sur laquelle la France se positionne de manière honteuse, parce que la vraie question, c'est de savoir, une fois qu'on a compris que l'intelligence artificielle, c'était un retraitement de la création humaine et pas du tout une création en elle-même, la question, c'est comment protège-t-on la création humaine, justement. Et donc, c'est la question du droit d'auteur. Et aujourd'hui, le règlement européen sur l'IA veut préserver ce droit d'auteur, et la France dit « Ah non, au nom de l'innovation ». Je dis « Mais qu'est-ce que l'innovation » L'innovation, ce n'est pas la corrélation. L'innovation, c'est la création. L'innovation, elle est du côté de ceux qui écrivent des livres, de ceux qui font de la musique. Aujourd'hui, il y a des collègues écrivains allemands qui refusent dans leur contrat de droit d'auteur d'avoir des éditions numériques pour éviter que ça traîne sur la toile et que ça soit utilisé par ChatGPT. Mais c'est légitime. Et donc ça, pour le coup, ça, c'est les vraies questions que pose l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on reste humain dans cet univers? Comment on ne devient pas nous-mêmes des robots, en fait? C'est ça la question, y compris sur le plan des jobs. Protéger les vers de terre et protéger les humains, c'est le motto. Merci, on applaudit Gaspard Koenig. Achetez-le, c'est le roman d'une génération. Et je le dis parce que je le dis partout, je m'en fiche, c'est le meilleur livre de la rentrée littéraire et de très 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 loin, c'est meilleur que le Goncourt et le Renaudot. Vous dites pas ça parce que c'est votre ami? Non. Alors, vous avez posé vos questions en allant sur menti.com et en entrant le code 5602 3504. On va les prendre. Alors, malheureusement, pas de courageuse ou de courageux pour donner son nom et son numéro de place. On sait la génération Z engagée, mais la génération d'après, vous étiez en lice pour le Goncourt des lycéens. Que disent les très jeunes de votre roman et du thème de l'écologie? Oui, alors ça, c'est une excellente question. Effectivement, on voit bien ce que pense la génération de mes lecteurs, des gens qui ont entre 20 et 40 ans, entre 20 et 35 ans. Mais j'étais assez frappé en faisant la tournée Goncourt des lycéens, donc j'ai rencontré environ 1000 lycéens, et c'est des lycéens complètement représentatifs de la France, parce que c'est souvent les profs qui choisissent d'aller au Goncourt des lycéens, donc c'est pas forcément des classes très littéraires, c'est pas des classes privilégiées, enfin vraiment il y a de tout. Donc c'est très intéressant, et j'avais très envie d'y aller pour justement tester ce thème dans la jeune génération. Et j'étais en plus le seul écrivain de la liste des 16 à faire quelque chose sur l'écologie. Il y a d'autres livres, enfin ils n'étaient pas dans cette liste-là. Donc voilà, c'était vraiment une situation unique pour comprendre ça. Et j'ai été vraiment frappé à plusieurs reprises de constater combien ils étaient indifférents, voire hostiles à la question écologique, mis à part quelques militants très conscientisés et tout ça, mais dans l'ensemble. Et ça m'a quand même travaillé. Hier, j'étais à Rennes et il y avait l'espèce de remise des prix finale, mais donc détendue, puis le lauréat est déjà connu, donc on n'a plus besoin d'être populiste et d'essayer de séduire les salles. Et donc j'aurais posé franchement la question. Il y en avait 10 sur scène, 200 dans l'amphithéâtre. J'aurais dit, mais en fait, j'ai l'impression que vous en fichez complètement du truc de l'écologique. Pour vous, c'est un truc de vieux. Et il y en a 6 qui ont pris la parole et qui ont dit oui, en effet. Alors c'était extraordinaire. Donc, tous les adultes au premier et au deuxième rang se décomposaient complètement, parce que ce n'était pas du tout le discours qu'on était censé entendre ou qu'ils étaient censés tenir. Et ils disaient, oui, en fait, on comprend que la génération Greta, c'est la génération du dessus, en fait. Ceux qui viennent après sont c'est plus à la mode. C'est plus à la mode, c'est passé. Et puis, l'écologie est déjà institutionnalisée. Il y a les éco-délégués, alors ça emmerde tout le monde de choisir les éco-délégués dans les classes. Ou alors ceux qui veulent devenir éco-délégués, c'est parce que ça fait bien pour Parcoursup. C'est les faillots. Voilà, donc les manuels d'éducation civique sont pleins d'injonctions moralisantes, hyper ennuyeuses sur le tri, l'écologie, etc., alors même que l'écologie est assez peu introduite au niveau scientifique dans le contenu des matières qu'on apprend. C'est-à-dire, si on veut changer les comportements, etc., c'est pas en faisant des cours de citoyenneté, c'est en apprenant scientifiquement dans les cours de biologie, dans les cours de philosophie, la réalité du changement climatique, de la perte de biodiversité, qui est moi le truc qui m'inquiète le plus, voilà, de manière très factuelle. C'est pas en faisant un discours moral. Donc de jeu, ils sont déjà exposés à ce discours des adultes et ils perçoivent par ailleurs que ces mêmes adultes qui leur tiennent ce discours sont des tartuffes absolus parce qu'eux continuent à prendre l'avion, à forer des puits de pétrole et tout ça. Et donc forcément, la réaction tout à fait normale de ces jeunes, et en plus, il y a un phénomène d'âge qui fait que quand on a 17 ans, on n'est pas sérieux et que le compost paraît quand même une question très lointaine. Et donc, j'ai le sentiment, un rejet
du thème écologique dans cette toute jeune génération. Alors peut-être qu'avec l'âge, ça va se modifier, peut-être que c'est une question d'âge et pas de génération, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est absolument pas un acquis pour les jeunes. Et donc, le corollaire, Monsieur Koenig, est-ce que ça vous rend éco-anxieux ? Mais bien sûr que je suis éco-anxieux. Mais comment ne pas l'être ? Il faut être complètement fou et aveugle pour ne pas être éco-anxieux. Là, je suis en train de travailler pour mon prochain roman sur l'eau. Et donc, déjà que j'ai flippé sur les sols, parce que j'ai vu à quel point la vie des sols était détruite. Bon, quand on commence à regarder sérieusement et qu'on lit des ouvrages sur l'eau, que là, la question, c'est même plus de faire pousser des plantes, c'est est-ce qu'on va pouvoir tourner les robinets dans quelques années, s'il y a 3 années de sécheresse, que tout est complètement... Vous savez, on a passé il y a 2 mois la 6e limite planétaire, qui est celle du cycle de l'eau. C'est-à-dire que la communication entre les fleuves et les nappes phréatiques, tout ça se détraque. Donc c'est absolument encore vertigineux. Et donc, je suis anxieux parce que je suis rationnel. Et au fond, je suis comme Tocqueville qui, à la fin de la démocratie en Amérique, nous dit... Je vous dis tout ça, je vous inquiète un peu avec mes histoires sur la dérive totalitaire de la démocratie. Mais c'est parce qu'il faut entretenir une crainte salutaire, dit-il, pour rester éveillé, actif et au combat. Bien sûr qu'il faut avoir cette crainte salutaire aujourd'hui sur la question environnementale. En tout cas, il y a une table qui va vous rassurer, c'est celle qui suit dans quelques instants. Il sera question de plastique, traiter le cancer de la mer. Et la suivante, après, la grande sécheresse, où en est la France. Donc si vous avez le loisir de rester avec nous, je ne sais pas si vous allez être rassurés. Merci, on applaudit encore. Merci beaucoup. À vous, Marc Koenig. Et achetez Humus. Honnêtement, c'est pas cher. Et on se retrouve dans quelques minutes, Gaspard. justement, pour parler plastique. À tout de suite.